Bonjour. Vous m'entendez? Alors, je vais commencer par remercier l'IFAL pour son invitation et vous dire en quelques mots le plaisir que j'ai, peut-être même le bonheur que j'ai depuis hier, parce que je suis ici depuis hier, à me sentir simplement laïque. Alors que dans mon pays, en Belgique, je suis fréquemment considérée comme une laïciste, une laïcarde, une éradicatrice. Donc vraiment, ça fait beaucoup de bien de me sentir ici en terrain non seulement connu et familier, mais je dirais même amical. Alors, je suis initiatrice d'un réseau d'action pour la promotion laïque de l'État laïque en Belgique, qui a été créé en 2007. Je suis aussi présidente du cercle républicain, ça existe, puisque la Belgique, comme vous savez, est une monarchie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas républicain en Belgique, mais je dois aussi tempérer l'enthousiasme de certains d'entre vous en vous précisant qu'en Belgique, ce n'est pas parce qu'on est républicain qu'on est nécessairement laïque, et en tout cas pas qu'on est laïque au sens français du terme. Donc ce n'est pas en tant que présidente du cercle républicain que je parle aujourd'hui, mais uniquement en tant qu'initiatrice du rappel. Alors, pour comprendre la laïcité à la belge, je pense qu'il faut comprendre le contexte historique dans lequel la laïcité est née, s'est constituée, s'est construite en Belgique, à l'aune des rapports de force avec l'Église catholique. Finalement, je crois qu'historiquement, on a eu un petit peu les mêmes déboires et les mêmes difficultés que les Français, sauf qu'on ne s'en est pas tiré de la même manière. Il n'y a pas eu de Révolution française, pas eu de 1889, donc il n'y a pas eu de loi de 1905 non plus. Alors la laïcité dans la Constitution belge, elle n'est pas mentionnée. Il y a 3 articles de la Constitution qui sont interprétés par certains, à mon avis avec beaucoup d'optimisme, comme le fait que la Belgique serait de fait un État laïque. Ces articles sont l'article 19 de la Constitution qui garantit la liberté des cultes, leur exercice public et la liberté de manifester ses opinions en toute matière. L'article 20 qui prévoit que nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos. Et l'article 21 qui stipule que l'État n'a pas le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque. Cet article prévoit également que le mariage civil devra en principe toujours précéder la bénédiction nuptiale. Alors, les conséquences de cela concrètement pour l'État belge, ce sont essentiellement 3 conséquences dont je vais vous parler. Première conséquence, c'est la liberté d'enseignement. Alors, liberté d'enseignement qui, en fait, dans les faits, se traduit par l'existence d'un réseau confessionnel subventionné à côté du réseau public. Donc, quand on parle en Belgique d'enseignement libre, il faut traduire, en tout cas dans son immense majorité, enseignement confessionnel catholique. Donc, c'est l'enseignement qui s'organise librement et qui bénéficie de subsides de l'État au nom de la liberté d'enseignement. Deuxième conséquence, le financement des cultes et le financement de la laïcité. C'est important. Je reviendrai d'ailleurs par la suite. Et troisième conséquence, donc depuis le pacte scolaire de 1958, l'organisation à l'école, l'organisation obligatoire de cours de religion et de morale. Ça aussi, j'y reviendrai. Alors, au point de vue du financement des cultes. Donc, la reconnaissance des cultes catholiques, protestants et israélites découle d'actes qui sont antérieurs à l'indépendance de l'État belge et qui ont été respectés au moment de la promulgation de la nouvelle Constitution. À ces 3 cultes sont venus s'ajouter l'Église anglicane en 1870, l'islam en 1974, je traduis, excusez-moi, je suis de mon belge en français, la reconnaissance de l'Église orthodoxe en 1985, la reconnaissance de la laïcité, enfin, en 1993. Le budget 2008 prévoit en outre une subvention garantie pour les bouddhistes. Donc l'objectif, c'est une prochaine reconnaissance officielle qui se traduit par des subsides de fonctionnement à l'Union bouddhiste belge. Donc comme vous le voyez, on est dans une situation où de fait, 7 cultes sont reconnus aujourd'hui en Belgique, dont la laïcité. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit si on veut comprendre, je dirais, la schizophrénie de la laïcité belge, qui finalement est reconnue non pas comme une espèce de principe organisationnel de l'État, mais comme un culte à côté des autres, ou un non-culte si vous voulez, mais une organisation, en tout cas non confessionnelle, reconnue à côté des cultes. Alors, je ferai une rapide analyse de cette situation. Donc, pour moi, il s'agit là de 3 entorses manifestes à la laïcité telle qu'elle est conçue en France. Et non seulement ce sont des entorses, mais cela contribue à rendre extrêmement difficile le fait de faire passer un discours réellement laïque. Puisque la laïcité belge est perçue et organisée comme un culte, comme une communauté convictionnelle à côté des autres. Le Centre d'action laïque, donc le CAL, dont vous entendiez le président cet après-midi, je crois, est ainsi à la fois l'organe de défense de la laïcité et de séparation et l'organe rassemblant les libres penseurs, les athées, les agnostiques, etc. D'où la difficulté, évidemment, de sortir de l'amalgame laïque égale athée et d'imposer une conception de la laïcité qui soit un principe d'organisation de l'État auquel peuvent adhérer croyants comme incroyants, indépendamment des conditions particulières de chacun.
Alors cependant, évidemment, la laïcité belge a dû conquérir de haute lutte cette reconnaissance. Donc nous n'avons pas pu obtenir une laïcité telle que la vôtre, et donc cela explique que certains laïcs aujourd'hui en Belgique s'accrochent à cet état de fait actuel, en ayant peur évidemment de perdre à la fois le beurre et l'argent du beurre, et donc sont très réticents à la mise en cause de ces acquis au nom de la promotion d'un État réellement laïque à mon sens. Alors qu'en est-il du monde laïque aujourd'hui en Belgique? Premier constat, comme je viens de vous le dire, certains s'accommodent très bien de cette confusion entre laïcité politique et laïcité philosophique. Donc laïcité philosophique en Belgique, ça veut dire le regroupement des athées, libres penseurs, etc. Donc c'est vraiment une conception philosophique particulière de la vie, sans faire référence à l'existence d'un principe transcendant. Pourquoi est-ce qu'ils s'en accommodent? Parce qu'elle reflète l'histoire du combat laïque en Belgique d'une part, et aussi évidemment parce qu'elle permet à la laïcité une reconnaissance publique et donc un financement. D'autres, dont je suis, privilégient une défense de la laïcité en tant que principe politique exclusivement. Mais là non plus, il n'y a pas d'unanimité sur l'interprétation à donner à cette laïcité. Le modèle français en particulier est vilipendé par les uns comme éradicateur, alors que d'autres, dont je fais partie, l'estiment non seulement intéressant, mais encore cela même d'organiser efficacement la coexistence des diverses communautés confessionnelles, sans qu'aucun culte ou non-culte ne s'immisce dans l'espace public. Un espace public que, à l'instar de Catherine Kinsler, nous distinguons de la sphère privée, mais aussi des lieux publics. Donc la sphère publique étant la sphère institutionnelle, celle que présente l'État, mais ça je pense que je ne peux pas vous l'apprendre. Alors la question du voile à l'école en particulier divise aujourd'hui les laïcs. La Belgique ayant toujours historiquement préféré le pluralisme, c'est-à-dire la coexistence des différentes convictions au sein de l'espace public, à la neutralité académique. Alors s'il se trouve peu de laïcs pour accepter la contestation du contenu des cours, sciences, gymnastique, natation, ou des activités extrascolaires, etc., pour des motifs religieux, la question de l'interdiction des signes d'appartenance religieuse divise aujourd'hui profondément les laïcs. Alors actuellement, chaque école décide souverainement en la matière, en l'absence de toute décision politique sur la question. Ainsi, en 2005, deux écoles de la région Charleroi, donc une ville du sud de la Belgique, enfin du sud-est de la Belgique, ont décidé d'interdire le port de tout couvre-chef. La ministre de l'Enseignement de l'époque, Marie Arena, avait été saisie par les parents, par des parents qui trouvaient évidemment cette interdiction tout à fait liberticide, et elle a approuvé ces règlements d'ordre intérieur. La conséquence a été immédiatement, la réaction du MRAP, ça a été d'ester en justice. Donc le MRAP, c'est l'équivalent du MRAP français, qui connaît d'ailleurs les mêmes dérives, à mon sens, que le MRAP français. Donc le MRAP a esté en justice contre la communauté française, et le Conseil d'État vient de rendre son avis, de rejeter le recours qui avait été introduit par des parents d'élèves, au motif que ce point du règlement d'ordre intérieur, selon lui, a précisément pour objet de lutter contre les discriminations, et que donc cela étant exactement l'objet du RAP, il ne saurait y avoir de problème. Bon, ça paraît une excellente nouvelle, et c'en est une à mon avis, et il faut quand même savoir que cette décision qui a été publiée dans le journal des procès a été commentée immédiatement par un juriste qui a espéré qu'elle ne ferait pas jurisprudence quand il estimait aberrant. Donc on en est toujours dans une espèce de flou artistique où on ne sait pas très bien comment les choses vont se terminer. Alors dans les faits, actuellement, l'immense majorité des établissements scolaires, tout réseau confondu, donc officiels, donc publics si vous voulez, et confessionnels, interdisent soit le port de signes d'appartenance religieuse ostensible, soit le port de couvre-chef. Ça ne fait malheureusement que renforcer la ghettoisation de l'enseignement, puisqu'en fait, en l'absence de toute décision politique, il reste des écoles qui autorisent le port de signes d'appartenance religieuse, et donc certaines familles choisissent l'école de leur fille prioritairement en fonction du critère d'acceptation ou non du port du voile, au détriment de toute considération pédagogique. Donc ghettoisation renforcée de l'enseignement par de ce fait, à mon avis. Parallèlement, il faut bien comprendre qu'il nous est difficile en Belgique, et donc étant donné l'organisation de l'enseignement, de revendiquer le refus de toute immixtion du religieux dans la sphère scolaire, puisque cette immixtion existe de fait, de par l'existence d'un réseau confessionnel d'une part, avec des écoles majoritairement catholiques, mais certaines écoles musulmanes commencent à avoir le jour, et d'autre part, de par le fait que les cours de religion existent dans l'enseignement public. Donc au fond, on est occupé à dire aux élèves à la fois laissez votre religion au vestiaire, et à la fois vous aurez 2 heures de religion par semaine pour vous apprendre les fondements de votre croyance, ce qui me paraît un petit peu schizophrène. Alors, donc promouvoir la laïcité à l'école, à mon sens, passe inévitablement par la mise en cause de ces réalités. Mais ça ne manque pas de soulever l'indignation des milieux catholiques, notamment,
lesquels sont encore puissants en Belgique de par l'existence d'un parti confessionnel, d'un syndicat chrétien, etc. C'est ce qu'on appelle la pilarisation, donc l'organisation de la société en piliers, qui est un phénomène typiquement belge. Alors malgré ces difficultés, le réseau d'action pour la promotion d'un État laïque est à l'initiative d'une pétition qui en 2007 demandait aux autorités compétentes de... Ça va, Caroline? Oui, ça va. Donc de légiférer dans le sens de l'interdiction de tout signe ostensible d'appartenance philosophique ou religieuse dans le cadre scolaire, pour les élèves et a fortiori pour les enseignants, et ce, dans tous les établissements scolaires bénéficiant de subsides publics. Et demander aussi donc de mettre tout en œuvre pour préserver l'école des tentatives d'union de religieux dans les décisions concernant le contenu des enseignements et les critères d'organisation de la vie scolaire, partant du principe que la méthode scientifique et le libre examen doivent continuer à y prévaloir sur tout dogmatisme ou vérité révélée. Nous voulions ainsi réagir aux demandes de plus en plus fréquentes d'aménagement de la vie scolaire sur base de critères religieux. Menus adaptés, refus de participation à certaines activités, gymnastique, cuisine, visite médicale, classe verte, contestation du contenu de certains cours, refus de la mixité, refus de serrer la main à un professeur, d'être interrogé seul avec lui dans un local, etc. Mais le problème n'est pas limité à l'école. Je vais quand même vous dire quelques mots aussi de ce qui se passe ailleurs dans la société. Dans les hôpitaux, par exemple, des refus d'être examinés, soignés ou accouchés par des médecins de sexe masculin se multiplient, de même que les demandes de réflexion d'hymen, de certificat de virginité et autres exigences religieusement connues. Dans les bureaux de vote, lors des dernières élections, des assesseuses se présentant voilées ont suscité des débats sur la légitimité de porter un signe religieux dans le cadre d'une fonction publique, dans un bureau de vote. Alors, sur base de ces différents constats, le rappel a lancé en novembre 2007 un manifeste pour la promotion d'un État laïque. Ce manifeste a actuellement recueilli plus de 2000 signatures, mais plus important, a donné naissance à un ouvrage collectif, que vous trouverez à la sortie, qui donne la parole à 17 contributeurs, intellectuels, enseignants, hommes et femmes engagés en politique, etc. Le propos est double. D'une part, promouvoir la laïcité en tant qu'exigence de neutralité active de l'État, ce qui implique selon nous la mise en cause principielle du financement des cultes. Et pas seulement, comme on entend trop souvent en Belgique, la mise en cause, je dirais, de la clé de répartition des subsides. Donc, trop souvent, le débat se limite à dire, oui, mais attention, l'Église catholique reçoit trop, les laïcs ne reçoivent pas assez, les musulmans ne reçoivent pas assez, etc., etc. Donc nous, ce que nous voulons, c'est vraiment principalement se poser la question, quelle est la légitimité aujourd'hui du financement des cultes? Pourquoi les finançons? Au nom de quoi? Quelle est leur utilité sociale pour tous, pour les citoyens que nous sommes, qui justifierait encore aujourd'hui, au XXIe siècle, leur financement? Nous demandons aussi la suppression des cours de morale et de religion au profit d'un cours commun à tous les élèves et l'obligation pour les fonctionnaires publics, en ce compris le personnel soignant des hôpitaux publics, d'apparaître comme neutres dans l'exercice de leurs fonctions. D'autre part, dans ce livre, on trouve aussi la description des problèmes posés sur le terrain, notamment dans le domaine de la médecine hospitalière, et dans celui d'école, du fait de l'absence de laïcité clairement définie en Belgique. Alors, en guise de conclusion, j'insisterai sur les difficultés que nous vivons en Belgique pour promouvoir une laïcité proche du modèle français. Alors, évidemment, première chose, le fait que la Belgique ne soit pas dans les textes un État laïque constitue un premier obstacle. C'est une tautologie, mais pas totalement, dans la mesure où nous ne bénéficions pas d'un cadre général structurant s'agissant des rapports entre les cultes et l'État sur lequel nous appuyer. Ainsi, concernant les signes religieux à l'école, nous pouvons nous référer à une quelconque loi de 1905, juste pour l'interpréter à l'aune d'un contexte nouveau. Deuxième élément, le manque de culture laïque et la confusion permanente entre laïcité et athéisme. Ainsi, l'article de la Déclaration des droits de l'homme proclamant la liberté de manifester ses convictions autant en public qu'en privé est fréquemment interprété comme une liberté totale de manifester ses convictions religieuses, sans qu'aucune restriction ne puisse y être apportée, sans qu'elle soit liberticide. Le concept de neutralité des fonctionnaires publics, notamment, est régulièrement contesté au nom de la liberté d'expression. Et certains voient même d'un très bon œil l'exportation de gouvernements raisonnables des Québécois en Belgique. Troisième élément, la confusion entre le culturel et le cultuel, qui tend à restreindre le culturel à la seule dimension religieuse. Ainsi, l'année 2008, qui fut baptisée année du dialogue interculturel, se limite-t-elle généralement à l'organisation d'un dialogue interculturel. Dans cette optique, il est difficile de prétendre promouvoir l'interculturalité tout en se réclamant de la laïcité à la française. Quatrième élément, le fait que les nouveaux défis de la laïcité tiennent moins à la manie traditionnelle de l'Église catholique qu'à l'émergence d'un islam politique, et ça divise également les laïcs en fonction du prisme mis en évidence par Caroline Forest, anticolonialiste versus antifasciste. Corollairement, la confusion entretenue volontairement ou non entre critique des religions dans leur composante politique et racisme. Dans le paysage politique belge et partisan du compromis, défendre une laïcité radicale est aujourd'hui plus qu'hier encore un exercice difficile. Je vous remercie.